Alors, bonjour à tous. Ici Joël Buzard pour le Café Lab. Alors, bienvenue. Alors, on va se présenter. Alors, j'invite tous à tour de rôle à vous présenter. Alors, je vais inviter Pascal qui est le plus loin. Ouais. Je me rapproche de mon écran, comme ça je serai plus près. Pascal Bernardon, je travaille dans le knowledge management depuis 2005. J'accompagne les entreprises à capitaliser leur savoir et puis à intégrer, je dirais, tous les usages collaboratifs pour que la communication et le transfert du savoir se fassent le mieux possible. Merci Pascal. Alors, à Gaspé. OK, moi, je suis Jean-Claude Plourde. Je fais de la consultation en gestion et développement des organisations, mais j'ai une préoccupation particulière au niveau de la gestion des connaissances et des processus d'innovation. Je travaille, entre autres, sur l'amélioration des compétences au regard du numérique. Merci Jean-Claude Agaspé. Et Loïc ici à côté de moi avec toi. Oui, bonjour à tous. En fait, moi, j'ai travaillé pas mal d'années sur la en domaine de la gestion des connaissances, et en place un certain nombre de projets. Et en plus, aujourd'hui, je trouve ça être une petite innovation, d'accompagnement de processus. Alors, traduction, c'était Loïc. Merci. Merci Loïc. Tu devrais enlever le pied sur le câble de ton micro. Alors, je vous invite à me rejoindre sur WebIDEA Pro. Donc, je vais partager l'écran. Et on va se rejoindre sur WebIDEA Pro. Partager. Je partage. Alors, j'ai mis tous les thèmes. Et puis, comme ça. Bonjour. Alors, c'est Dalila. Bonjour, Dalila. Bonjour. Ça va bien? Est-ce que tu peux te présenter? Oui. Alors, c'est Dalila Bebouchi. Je travaille dans un centre de recherche. Je vous entends très... il y a trop de friture. Hein. Je suis responsable multimédia. Et voilà, je m'intéresse à tout ce qui est travail collaboratif, partage de connaissances. Je prépare aussi une thèse en sciences d'éducation avec l'Université de Lille. Voilà. Merci Dalila, moi je t'entends 100%. Ouais, j'ai beaucoup de friture par contre. D'accord. Oui, il y a un peu de friture partout là. Donc, Dalila, on est maintenant sur la page 002, partage des éco-constructions, espace de co-construction. J'entends rien. On est sur la page espace de co-construction et il y a les thèmes là qui sont là. Est-ce que tu as entendu? Oui, oui. Allô? Oui, je vous entends. Pascal, tu as entendu? Okay. Oui, moi j'ai entendu, il n'y a pas de problème. Bon, donc la friture est par bout du réseau. Là. J'ai fermé mon micro quand je ne parle pas pour limiter la friture. Ok, c'est bon. Donc, on se rejoint sur l'ardoise espace de co-construction, novembre 2017. OK. Et là, on ferme les yeux. On prend un bon d'inspire. On expire. Et on fait ça 3 fois. Et puis, on commence en silence à rattacher des idées
autour des 5 thèmes. Là. Et c'est parti.
Bon, ça semble se stabiliser. Alors, je vais inviter Dalila peut-être à commenter ces bulles. Oui. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, Dalila. Vous m'entendez là? Oui, parfait. Euh, donc moi, je me suis focalisée surtout sur ce que j'avais proposé, donc sur la citoyenneté organisationnelle, parce que j'avais lu dessus. J'avais commencé Excellent. à lire dessus. Ce que je peux dire, c'est que alors la citoyenneté organisationnelle, donc le citoyen dans l'organisation, euh, c'est son entraide vis-à-vis de son collègue, c'est l'esprit d'équipe qui développe. Et c'est aussi, je crois que j'ai pas mis ça, c'est aussi donc les vertus civiques. Ce qu'on peut trouver aussi, et ce que j'ai mis, c'est donc tout ce qui caractérise l'entraide, à savoir l'altruisme, la courtoisie, la conciliation et le réconfort. Donc, tous ces traits doivent se trouver chez le, le citoyen dans son organisation. Mhm. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai mis me concernant. Déjà, difficilement, j'interagis avec IDEA Pro. Donc, j'ai pas eu l'occasion de lire ce qui a été fait, de rajouter dans les autres bulles. Voilà. D'accord. Dalila, je t'invite à peut-être à repartir ton Web IDEA Pro parce Ok, qu'il semble faire des bulles vides là. ok, je vais le faire. OK. Au cas où. Oui. Donc, c'est très bien. Je trouve que c'est un point de vue intéressant d'appeler ça comme ça parce que quand on fait du travail organisationnel, on travaille avec des équipes et effectivement, on développe ce qu'on appelle les bases de la collaboration. Et donc, je trouve que ça, c'est extrêmement important que ces notions de courtoisie, de citoyen, soient présentes dans l'organisation et la collaboration va se faire à ce niveau-là. Et même que on pourrait dire la collaboration, la co-construction et ces compétences un peu plus complexes vont émerger si on travaille ces compétences de base de citoyenneté organisationnelle, à mon avis. Oui, tout à fait. C'est très bien. C'est très bien de parler, de nommer ça, à mon avis. Et, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut à ce moment-ci interagir et présenter ses bulles? Est-ce qu'il y a un autre mousquetaire qui veut interagir? Jean-Claude Agaspé, tu veux interagir? Allô? Pascal, tu veux interagir? Ouais, ouais. Bah, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit dans un premier temps Dalila, pour dire que, ok, mais ça serait bien que tu nous mettes les sources de ce que tu as lu, parce que j'aimerais savoir si ça rentre dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, ce genre de choses. En fait, il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place un peu partout sur la responsabilité sociale, donc savoir si c'est une des parties de la responsabilité sociale. Mais Pascal, il y a une différence entre la responsabilité sociale de l'entreprise et la citoyenneté enfin les caractéristiques de citoyen du participant.
Je pense que c'est Ouais, ça je suis d'accord que avec toi. Et Dalila aujourd'hui, semble. Oui. il y a une norme sur la bienveillance. Comme on parle de bienveillance, si tu veux, Oui, euh, il y a des réglementations qui sont en train de sortir, qui, en tout cas en Europe, vont devoir être mises en place d'ici 2019, si ma mémoire est bonne, en ce qui concerne le devoir de bienveillance dans l'entreprise, qui concerne donc aussi bien les salariés de l'entreprise que les partenaires avec qui tu bosses. d'accord. Donc c'est pour ça ma question allait dans ce sens-là, en fait. Ouais. Très bien. Mais effectivement, il y a des nouvelles normes là, qui sortent dans les entreprises là, pour éviter toute forme de pression, de bullying, pour parler bien en français, euh, et de chantage émotionnel, de toutes sortes de relations qui ne sont pas très humaines à l'intérieur de l'entreprise. Là. Tout à fait. Tout à fait. Après, pour moi, ce qui concerne les bulles, j'ai beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle. Et même si mes bulles, je dirais, ont une connotation négative, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle. Mais je dis qu'il va falloir. Mon idée, c'est de la réglementer et surtout trouver la place de l'humain là-dedans. En fait, comment organiser qui a le dernier pouvoir de décision, comment on contrôle les algorithmes, parce que bon, aujourd'hui, il y a des algorithmes qui tournent un peu partout, mais on ne sait pas ce qu'ils font en fait. Et est-ce qu'il y a quelque chose sur le sujet? Comment on va pouvoir travailler avec des robots? Parce que l'interaction avec les robots va être de plus en plus forte. Et à ce sujet, moi, j'ai participé à des conférences où un grand avocat spécialisé dans l'IT et puis l'intelligence artificielle souhaite qu'il y ait un droit d'édicter pour les robots. Donc voilà, c'est tout le sujet auquel je souhaitais qu'on échange en fait. Oui, c'est très intéressant, Pascal. Et je pense que la grande différence vient du fait que l'intelligence artificielle, enfin les outils d'intelligence artificielle qui sont proposés aujourd'hui, travaillent surtout sur le deep learning et donc tout ce qui touche l'apprentissage. Donc, l'exemple classique, c'est si dans ta galerie de photos, tu as des chats, le système va pouvoir apprendre que un chat, ben, tu demandes, donne-moi des photos de chat, il va te donner des photos de chat. Par contre, une fois que tu as les photos de chat, c'est l'humain qui doit prendre une décision. Est-ce qu'il va choisir comme animal de compagnie un chat ou un chien? Ça, c'est l'humain qui doit choisir une fois qu'il a l'outil IA lui a donné toutes les informations. Donc, les systèmes de jugement seront là quand on sera déjà avec un pyjama en bois. Je suis pas forcément d'accord. Ouais, peut-être, ouais. Il y a peut-être des choses comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les algorithmes qui sont mis en place par Google ou par Amazon ou ce genre de choses, ils prennent pas en fait toutes les données de la richesse de l'intelligence humaine hein, qui sont le contexte, la langue, la linguistique qui est très importante en fait. Parce qu'on peut, là aujourd'hui, on est tous des francophones autour du tableau blanc, mais chaque endroit où on parle le français dans ce monde a des spécificités qui enrichissent la langue en fait. Et aujourd'hui, les algorithmes ne savent pas gérer encore ça. Joël, j'avais eu un petit problème de micro, là. Mais justement, ce que Pascal pose comme question, c'est toute la prise de décision. On est en train de déplacer la prise de décision sur l'intelligence artificielle. Quelle est la place des savoirs humains et des savoirs implicites humains dans la nouvelle prise de décision? Et c'est une des difficultés qu'on va avoir. Beaucoup de monde sont en train de gérer
l'intelligence d'affaires, l'intelligence artificielle comme étant la nouvelle voie au niveau de la prise de décision. Mais je pense, moi encore, que les savoirs individuels, les connaissances, les compétences font quand même devoir être développés au sein des entreprises pour justement prendre une meilleure prise de décision. Ça fait que c'est toute la place de l'humain dans l'organisation au regard du data dans l'organisation. Et là, Ouais, je suis d'accord avec toi, Jean-Luc. Oui, mais Jean-Claude, il faut voir quels sont les emplois qui vont être automatisés, parce que là, on parle d'automatisation, et c'est sûr que les emplois qui font des tâches répétitives, par exemple, tu es dans une chaîne et tu dois euh, choisir les bons fruits qui vont aller dans la boîte. Et les mauvais fruits, tu les mets dans une autre boîte. Et donc, ça, c'est une tâche répétitive qu'une machine avec deep learning peut faire très, très bien et plus efficacement que l'humain. Et donc, ces tâches vont être automatisées. Elles commencent déjà à l'être. Par contre, il va y avoir besoin de beaucoup d'informaticiens et de monde spécialisé pour construire ces outils. Et là, il y a un manque. Oui, je suis d'accord, mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Claude, je vais prendre un autre exemple. Ton exemple, je suis tout à fait d'accord avec toi, Joël, sur le sujet. Et ce type de choses, l'intelligence artificielle peut le faire mieux que nous. En tout cas, d'une manière plus régulière et puis d'une manière continue. Moi, j'ai un autre exemple sur les voitures autonomes. Aujourd'hui, l'algorithme, quand devant la voiture va se présenter un humain ou un chien, il écrase qui la voiture s'il n'a pas le temps de freiner? Le chien ou l'humain? C'est le genre de choses sur lesquelles les algorithmes peuvent faire qu'on ait vraiment une transparence sur le sujet. Donc il y a tout un. On parlait de citoyenneté organisationnelle. Je pense qu'il y a aussi une éthique à mettre autour de ça en fait. Et aujourd'hui, l'éthique n'existe pas. Il y a le bon sens, ça, on est d'accord, mais il y a toute une éthique à monter. Il y a tout un système à monter sur le sujet pour dire. Dans tel cas, l'algorithme, il fait ça. C'est pour ça que je suis allé jusqu'à l'extrême en disant demain, il y a déjà des drones qui tirent sur des gens dans des pays, mais les drones, ils sont encore pilotés par des êtres humains derrière. Demain, si l'intelligence artificielle va jusqu'au bout, qui empêchera un robot d'aller tirer sur quelqu'un parce que dans son algorithme, il considère qu'il a dépassé une limite qu'on lui a imposée. Donc, c'est tout ça, en fait, qui est. Mais c'est des humains qui programment ça. Et il y a des tristes exemples dans certains cas où des armes ont été programmées comme ça et qui ont fait des décisions et qui ont abattu des avions civils. Et là, on sait qu'il faut mettre l'humain à la fin pour prendre une décision. Et ça, c'est. À moins que ça soit pas un mec comme Kim Jong-un, un truc comme ça. Joël, surtout sur des processus en sens aujourd'hui de réflexion biologique ou philosophique. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, est-ce qu'on autorise, est-ce qu'on n'autorise pas. Déjà, pour l'humain en tant que tel, c'est compliqué, mais on rajoute la notion de robotisation ou d'intelligence artificielle, on met une coche encore au-dessus en termes de réflexion. Oui, on t'entend vraiment. Vous ne m'entendez pas? Je ne saurais pas répéter ce que tu as dit. C'est très compliqué. Alors, attendez, je vais faire autrement. Est-ce que c'est mieux comme ça? Là, on ne t'entend plus. Vous m'entendez plus? Ok. Il faut que tu changes tes paramètres. Très bas, très bas, très bas. On t'entend, mais très bas. Ça coupe pas en tout cas, mais on t'entend très bas. En tout cas, j'ai moins de friture. Tu as moins de friture, hein? C'est vrai. Je sais pas si c'est mieux là. Vas-y comme ça. Non, je disais que centré sur la philosophie. Donc on a des personnes qui
réputés comme Musk, qui sont complètement contre l'IA, d'autres qui sont... Et donc, on va avoir deux niveaux, un au niveau de la société et un au niveau des entreprises en tant que telles. Et donc, en fonction de ça, on peut avoir, en fonction des sociétés, des réponses qui vont être complètement différentes. Est-ce que vous avez entendu? Ouais, c'est. Ouais. Oui, Dalila. J'ai entendu un petit peu, un tout petit peu. C'était trop faible comme. Par contre, moi, je comprends pas quand Pascal écrit hacker le cerveau des humains en utilisant les humains augmentés. Alors, il y a des expériences qui sont en train d'être menées où on peut piloter un ordinateur avec son cerveau, avec quelques électrodes implantées à droite à gauche. Et un des risques, c'est que, en fait, parce que les algorithmes derrière travaillent en fonction des stimuli qu'émet ton cerveau. Alors, il y a plusieurs risques. Un des risques qui est bien, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un puisse modifier ses signaux et te renvoyer des choses ou te leurrer dans ton cerveau. Dès qu'il y a une interaction physique, même si elle est à travers des ondes ou quoi que ce soit avec ton cerveau, quelqu'un peut prendre la main au milieu et puis faire ce qu'il veut. Donc c'est un risque en fait qui a été identifié. J'avais participé à une conférence où Joël de René avait exprimé ce risque en disant ok, c'est bien gentil, mais et puis un autre élément en fait, c'est que aujourd'hui en fait notre interaction avec la machine pourrait être accélérée avec cette connexion directe sur la machine, sauf que notre parole va à une vitesse plus lente que peuvent avoir les signaux qu'émet notre cerveau. Donc après, il y aura un décalage en fait. Mais il y a un risque en fait de se faire hacker son cerveau si un jour on est Elon Musk, comme disait Loïc, lui serait d'accord à se faire implanter des choses dans le cerveau pour être un homme augmenté, c'est bien, mais après il y aura toujours un risque que quelqu'un lui fasse un reboot de temps en temps pour jouer avec. Je viens juste d'avoir un article sous les yeux où le robot, où il y a un robot qui s'appelle Sofia qui vient d'obtenir la nationalité saoudienne. Beaucoup de friture, hein? Beaucoup de friture. Oui, il y a un robot, le dernier robot, enfin Sofia, c'est un robot qui a été développé sous forme d'une approche humanoïde. Et il vient d'obtenir aujourd'hui la nationalité saoudienne. Et lors de sa conversation, il a affirmé vouloir avoir des enfants qu'il appellerait aussi un de Sofia. Intéressant. Ouais. Donc, là, je ne vais pas lire l'article en entier, mais ça rentre dans le cadre de notre conversation, c'est-à-dire est-ce qu'un robot peut avoir une nationalité? Si oui, comment? Et puis, comment il peut interagir? Quels sont ses devoirs, que ça peut faire. Donc, on est vraiment dans une question aujourd'hui de biologie, de politique, qui commence à penser à des pensées. Mais aujourd'hui, on utilise des robots dans nos cellulaires, comme Waze, par exemple, qui va me conduire théoriquement d'un endroit à un autre. Et attends, laisse-moi terminer. Et puis, tu sais comme moi que cet été, il y avait énormément de trous à Montréal, pour ne pas dire d'autre chose, là.
Et puis Waze m'a dit tourne à droite, puis il y avait un immense trou, puis il n'y avait pas de route. Puis si je tournais, ben là je tombais dans un précipice. Là. Alors c'est l'humain, moi, j'ai dû arrêter puis dire à Waze t'es malade là que de m'envoyer. Et j'ai pris ça comme une suggestion, et j'ai contourné l'obstacle. Puis, j'ai pris un autre chemin. Et donc, c'est ça, il faut tenir compte que les robots peuvent nous suggérer des choses, ils peuvent nous conseiller, ils peuvent nous dire c'est le moment de partir pour le collab, va prendre le train. Mais c'est à l'humain de voir avec cette information qu'est-ce qu'il va faire. Donc, c'est ça qu'il faut s'entraîner maintenant parce qu'on a par exemple, dans toutes nos professions, il y a beaucoup de recherches qui sont publiées. Et on peut pas tout lire, on peut pas tout savoir, on peut pas. Donc c'est bien s'il y a quelqu'un qui nous résume et qui nous dit regarde, il y a telle découverte pour telle chose, etc. Va le faire là. Puis regarde qu'est-ce qui se passe dans tel domaine, comment tu peux faire, etc. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Et puis même l'IA devient un outil qui est peut-être indispensable pour la survie des humains, parce que là, notre grand navire spatial, la Terre, là, ben, il y a des changements, puis il faut... ici, par exemple, on est à 50 mètres, et puis bon, ben, peut-être qu'on va être submergé par la fonte des glaces. Là. Je ne sais pas. Donc, c'est important tout ça. Non, mais c'est sûr que l'IA est un atout. Et de toute façon, compte tenu du flot d'informations qui ne cesse que de grandir, et qu'il y a un tsunami d'informations qui ne cesse de grandir, il faut qu'on se fasse aider. Sinon, humainement, c'est pas possible. On est d'accord là-dessus. Et c'est vrai que sur des problèmes globaux, comme l'environnement, je pense que ça pourrait nous faciliter la vie et puis nous donner peut-être des pistes intéressantes à creuser, en fait. C'est ça, mais on peut justement apprendre à s'organiser. Tu vois, si on est en train de travailler ici en face d'un outil comme WebIDEA Pro, on peut recevoir toutes les informations en temps réel et puis être constamment en train de prendre des décisions pour notre survie, mais pour satisfaire nos besoins humains. Et c'est ça qu'on essaie de faire à chaque Café Lab, à chaque collab. Et donc, moi, je vous invite à partager les liens et les sources d'informations et les choses qui se passent. C'est parce que sinon, on tombe dans la trappe là, de l'illusion du savoir quand on travaille individuellement. On n'a pas les capacités comme individu, mais comme équipe, oui. Donc, mais ça, il faut le développer. Il faut apprendre à travailler en équipe, à connaître nos compétences et à respecter nos compétences réciproques et puis à développer la confiance dans ce que l'autre propose, etc. Co-construire ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses mais il faut s'entraîner. Oui, je comprends un peu la mécanique, mais tu sais, je regarde un petit peu ce qui vient de se passer au niveau de l'accord de Paris. Ça a été justement une discussion en termes de groupe et de collaboration pour arriver à une prise de décision. Okay? Et là, on va dire politiquement, il y a un changement d'un individu dans le groupe. Et là, on va dire la décision ne tient plus. Tu sais, comment est-ce que, même si on a réussi en termes d'intervention collective à prendre une décision éclairée, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'à moyen terme, cette décision éclairée-là continue? Puis là, tu sais, je fais pas abstraction, mais on va dire, je fais appel à ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, c'est un pays très complexe, les États-Unis, et la majorité des États ont dit on respecte l'accord de Paris. Et donc, il y a certains niveaux
de gouvernement qui respectent. Donc, c'est très complexe, là. C'est moi pas finir de comprendre. Franchement, je crois qu'il y a deux niveaux au niveau des liens qui va arriver. Le premier, c'est celui-là qu'on connaît actuellement, qui est l'interaction avec un objet. Et le deuxième sera l'interaction avec un individu. Et les approches risquent d'être complètement différentes en tant que telles là-dessus. Oui, les approches vont être différentes, mais ça dépend beaucoup des valeurs, tu vois. Aujourd'hui, on dit, bon, développer une approche là, qui va favoriser la mise en place de solutions qui développent la nature, mais il y a certaines valeurs qui font que on détruit la nature parce que apparemment, ça met en valeur ta propriété. Et donc, il y a des problèmes là. Donc, il y a un choix de valeurs. Il y a des choix de société. Là, est-ce qu'on construit des pistes pour les vélos? Ou bien on autorise les véhicules à passer trop proche des vélos, avec les conséquences que ça a. Donc, il y a des choix là. Mais on pourrait installer dans les voitures de façon obligatoire des senseurs, comme ça existe pour t'aider à te stationner. Et la voiture pourrait s'éloigner d'un vélo. Oui, ça, c'est juste un plan. C'est cher qui en compte aujourd'hui par le concept électronique qui sont introduits dans les voitures. Donc, il y a des algorithmes qui permettent d'amener une certaine réaction et un certain comportement de la voiture par rapport à une situation donnée. Donc, il est clair que toutes les situations, il y a encore c'est extrêmement compliqué. Mais moi, ce que je voulais apporter, c'est que entre l'interaction d'un objet connecté et l'interaction d'un individu en tant que tel qui est un robot humanoïde, la perception qui va se faire risque d'être très, très différente au niveau des humains. Donc peut-être dans un premier temps, ce sera de l'engagement, de la curiosité, de l'intérêt. Mais en fait, en plus dans une société où le robot est notre travailleur en tant que tel, risque de devenir plus de problèmes que moi, je vais te donner une expérience vécue. Il y a des algorithmes qui permettent aux commissions scolaires de rationaliser le tracé des autobus. Et donc, à un moment donné, la commission scolaire m'a dit, voici le nouveau tracé. Et puis mon fils, effectivement, il y avait moins marché, mais il fallait qu'il traverse un coin de rue extrêmement dangereux. Alors là, j'appelle la commission scolaire et puis réponse, monsieur, on peut rien faire, c'est l'ordinateur qui a décidé. Je dis oui, mais en face, il y a un humain. Alors je vous parle à un humain, je parle pas à l'ordinateur. Il n'y a pas eu moyen là parce qu'ils ont dit c'est l'ordinateur, tu vois. Alors si tu déifies l'outil, c'est fini. On est d'accord. Il faut que le libre arbitre il reste à l'humain. Humanoïde ou n'importe quoi, là, tu dis, il n'y en a pas question, ça répond pas à mes besoins. Désolé. Mais Joël, c'est justement ça, c'est la journée où il y a quelqu'un qui s'installe dans une position d'autorité, OK? Et qui applique aveuglément une décision prise par l'ordinateur, c'est là qu'on est dans le trouble. Là. Je pense qu'il devrait y avoir entre les deux un équilibre entre ce que les données vont te donner et ce que toi, tu as comme expérience, ce que tu as comme bagage de connaissances, ce que tu as comme intuition.
Tu sais, on va dire, comment est-ce qu'on réussit justement à faire ce maillage-là pour qu'il tienne? Il s'agit juste que dans une ligne, dans une chaîne, il y en ait un qui ne fasse pas cette combinaison-là. Et là, on est dans le trouble. Mais oui, on est sûrement dans le trouble parce que nos systèmes de gouvernance sont difficiles à mettre en place. Là. Mais là, on rentre dans un autre sujet, peut-être, qui est la gouvernance. Et peut-être que c'est ça qu'il va falloir discuter la prochaine fois. C'est sûr, la gouvernance est importante, ouais, je suis d'accord. Et Comment qu'il y ait de l'IA ou qu'il n'y ait pas de l'IA, si tu veux. Parce que, bon, pour revenir sur les derniers accords qu'il y a eu en Europe, là, sur le glyphosate, comme on te bassine toute la journée, il faut manger bio, il faut manger sain, il ne faut pas manger gras, et ainsi de suite. Par contre, on permet encore aux mecs d'utiliser des produits chimiques pour leur culture. Donc, il y a de la cohérence complète. Et là, c'est au-delà de la gouvernance et les lobbies et puis le finance, et c'est la question que tu posais justement tout à l'heure, Joël, c'est quelles sont les valeurs qu'on a envie de traîner, quelle est la société qu'on a envie de créer. C'est quoi qu'on veut pour nos gamins demain, et ainsi de suite, c'est pour nous, aujourd'hui. Et là ça sera bien qu'il y ait une intelligence collective qui en sorte et qui fasse des choix qui vont dans le bon sens, et pas uniquement dans le sens économique et financier. Oui, tout à fait. Alors, c'est toute une discussion sur les valeurs et comment aujourd'hui on devrait, par exemple, apprendre à avoir moins de dépenses, d'occuper moins d'espace sur la nature, laisser beaucoup plus de place à la nature pour qu'elle puisse redévelopper, et puis parce qu'on a besoin de la nature. Il faut comprendre que on vit dans la nature, et si on la détruit, ben c'est suicidaire. Mais c'est pas évident. C'est loin d'être évident. La discussion est ouverte. Écoutez, là, il est comme 1h30, là. Et moi, j'ai envie de vous inviter à l'autre ardoise pour faire le tour de table sur qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui. Et puis, voir donc l'ardoise, on va la voir là. Donc, l'espace de co-construction, non, c'est pas ça. C'est pour la rétrospective. Ouais, c'est ça. Donc, je vous invite à 003, rétrospective novembre 17, pour mettre vos derniers commentaires. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut pour la prochaine fois? Et enfin, vos commentaires, là. Ça va?
Alors, un dernier tour de table, Loïc. Oui, moi j'ai marqué ILA, construction de la modèle de préparation en société. En fait, il faut parler de ça aujourd'hui, on s'est quand même interrogé sur comment la société peut réagir par rapport à ça, quelles sont les outils, l'idéologie, l'équivalence dans les sociétés, valeurs entre la relation entre l'humanoïde et puis l'humain en tant que tel. Donc, je pense qu'on a encore tous ensemble à travailler puis à lire pas mal de documentations pour avoir une meilleure vision précise et puis apporter des points de vue différents et pour changer. Parce qu'en fait, quand même, je pense assez limité par rapport à cette approche-là. Et ça participe pour réflexion pour tout le monde. Donc aujourd'hui, ça a été intéressant pour première approche. Mais on a vu ça. Merci. Alors, je vous invite, quand vous découvrez des articles et des liens, de les partager sur le Slack. Là. Ça serait super. Dalila, tu veux faire des commentaires? Oui, bon, j'ai appris des nouvelles connaissances. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis. Et enfin, j'apprends toujours avec le café le café des connaissances. C'est très approfondir. Je suis d'accord avec Loïc. Approfondir certains sujets. C'est tout. Sinon, Internet, elle était instable et du coup, c'est difficilement entendu. Oui, merci Dalila. Agaspé, Jean-Claude. Alors Jean-Claude, on ne t'écoute pas. Ton micro, Jean-Claude. Ton micro. Ton micro, Jean-Claude, il est déconnecté. Ton micro, Jean-Claude. Alors Jean-Claude, ton micro est coupé. OK. Oui, je viens d'arriver. OK. J'avais des problèmes à revoir l'image pour réactiver le micro. Ce que j'ai trouvé, moi, c'est un petit peu difficile, on va dire, le fait que le son de Loïc n'était pas bon. Ça pose des problèmes dans la discussion. Ce que j'ai trouvé intéressant, on va dire, c'est tout le sujet qu'on a ouvert sur la discussion de la gouvernance. Ça peut être intéressant, on va dire, justement, comment est-ce qu'on réussit à concilier l'utilisation de l'humain avec l'intelligence collective pour assurer la gouvernance. Ben, merci Jean-Claude. Oui, c'est très intéressant. Pascal, à Paris? Bah écoute, un bon café, beaux échanges. Ouais, c'est vrai, il faudrait que Loïc, tu aies un micro qui fonctionne parce que de temps en temps, on a eu du mal à comprendre complètement, ce qui est dommage parce que à chaque fois, tes apports sont bons. Moi, le sujet qui ressort apparemment de ce café, c'est que la prochaine séance, ça sera sur la gouvernance et les valeurs. Donc, pour moi, si tout le monde est d'accord, c'est une bonne idée. Oui, tout à fait. Pascal, tu as fini? Oui, j'ai fini, oui. OK. Ça marche. Donc, merci à tous pour votre participation. Moi, je trouve que ça a été un café super intéressant parce que là, on est trouvé sur des sujets pas mal difficiles. Là. Et
complexe là, et effectivement, ça va être bon de continuer à réfléchir, à sonder, à lire, comme disait Loïc, et puis à s'échanger des points de vue sur le Slack. Là, puis on pourrait réaborder ça, donner des exemples de comment on peut faire, puis comment on peut faire dans notre pratique du Café Lab et du Collab, là, comment est notre gouvernance. Donc, on se revoit, je pense, en janvier parce que déjà, on a eu peu de participants parce que c'est une période de fin d'année qui est complexe pour tout le monde. Alors, moi, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et puis on se voit en janvier. Alors, ciao, Bonne ciao. fête de fin d'année. Au Bon parti de plaisir. Noël. Au Au plaisir. revoir. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye. Au revoir.